Mes chers collègues, bonjour. Nous sommes réunis cet après-midi dans le cadre de la commission des lois dotée de pouvoirs d'enquête pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Donc, comme vous le savez, nous avons d'ores et déjà auditionné une première fois Monsieur Gibelin, directeur de l'ordre public et de la circulation, et nous avons souhaité, compte tenu de certaines déclarations et événements, le réentendre cet après-midi. Donc, nous allons lui faire prêter serment, puis Monsieur le co-rapporteur et moi-même lui posons quelques questions, et enfin, je ferai un ou plusieurs tours de salle. Je vous précise que nous auditionnerons à 15h Monsieur le préfet de police et que nous reprendrons la séance sur l'ordre du jour de notre Assemblée aux environs de 16h. Concernant le travail qui nous réunit aujourd'hui, je vous rappelle que les questions que vous poserez devront être limitées sur le fond par le principe de séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux travaux d'une commission d'enquête parlementaire de porter sur des faits faisant l'objet de poursuites judiciaires aussi longtemps que celles-ci sont en cours. Et la garde des Sceaux nous a fait savoir dans un courrier dont je vous ai donné lecture qu'une information judiciaire avait été ouverte le 23 juillet. Cette audition, je vous le rappelle, est ouverte à la presse et rediffusée en direct sur la chaîne parlementaire et fait l'objet d'une retransmission également en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Son enregistrement sera disponible sur le portail vidéo de l'Assemblée. Monsieur Gibelin, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Je vous remercie, Monsieur Gibelin. Donc, la Commission a souhaité vous réentendre compte tenu d'un certain nombre d'éléments qui sont parvenus à notre connaissance et notamment le courrier que vous lui avez adressé le 24 juillet. Le 23 juillet, vous avez répondu à une question posée... ça n'était pas le 23 juillet, non ? Excusez-moi, si c'était le 23 juillet, dans la soirée du 23 juillet, très bien. Vous avez répondu à une question posée par une députée qui vous demandait s'il ne vous était pas apparu que M. Benalla n'était pas présent à une réunion qui se soit tenue entre le 2 et le 18 mai. Vous avez répondu non. À la question « Y a-t-il eu des réunions entre le 2 et le 18 mai et M. Benalla était présent avec vos services ?» Vous avez répondu oui. Le co-rapporteur, donc M. Guillaume Larrivé, a ainsi résumé votre déclaration en fin d'audition. Vous avez indiqué qu'il n'y a pas eu d'absence de M. Benalla aux réunions de préparation de déplacement du président de la République entre le 1er mai et le 18 mai. Et à ce moment-là, vous n'avez pas repris ces propos. Le 24 juillet, vous avez adressé à la Commission des lois un courrier dont j'ai déjà donné lecture, mais pour la clarté de nos débats, je vais en redonner une nouvelle fois lecture. Vous nous avez indiqué: Madame la Présidente, dans la soirée du 23 juillet, j'ai été amenée à témoigner sous serment devant la Commission des lois, agissant en configuration d'enquête parlementaire placée sous votre présidence. J'ai été amenée à répondre aux questions des parlementaires relatives à l'affaire dite Benalla. Cette nuit, en revisionnant le film de mon audition, j'ai constaté avec stupeur que j'avais mal entendu une question qui m'avait été posée par une parlementaire sur ce que je savais des fonctions de M. Benalla entre le 1er mai, date des faits reprochés à M. Benalla, et ce que j'ai cru entendre être la date du 18 juillet, date à laquelle les faits ont été révélés par la presse. J'ai donc répondu en toute bonne foi que M. Alexandre Benalla avait, entre ces deux dates, 1er mai et 18 juillet, participer à des réunions relatives aux modalités des déplacements présidentiels associant des fonctionnaires relevant de mon autorité. J'ai répondu par l'affirmative concernant cet intervalle de temps. La lecture de la vidéo et des débats m'ont indiqué que cette députée parlait de la date du 18 mai et non du 18 juillet. Soucieux de porter à la connaissance de la représentation nationale l'exacte vérité sur les faits sur lesquels elle enquête, je me dois de vous apporter les précisions suivantes. Si entre le 1er mai et le 18 juillet, M. Alexandre Benalla a bien participé à des réunions relatives à l'organisation des déplacements présidentiels, question que j'avais cru m'être posée, cela ne fut pas le cas sur la période allant du 1er au 18 mai. Je me tiens à l'entière disposition de la commission d'enquête parlementaire afin, en cas de besoin, d'en rapporter le témoignage. Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente.
Donc, ma première question, Monsieur Gibelin, portera donc sur ces éléments, sur la contradiction qui existe entre l'audition que vous avez menée devant la Commission des lois le 23 juillet et donc le courrier que vous nous avez adressé le 24 juillet. Pouvez-vous expliciter vos propos devant la Commission et nous indiquer quelle est donc la raison de ce revirement ? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je tenais déjà à vous remercier, Madame la Présidente, de m'offrir la possibilité de m'exprimer sur ce point très précis. J'imagine qu'après vous m'interrogerez sur d'autres éléments nouveaux, notamment liés à certaines déclarations ce matin. S'agissant donc de ce que certains ont appelé un rétro-pédalage, de manière fort inopportune, il s'agit pour moi ni plus ni moins que de manière très claire et ayant témoigné sous serment la veille, lorsque je me suis aperçu que j'avais mal entendu, mal reçu, mal compris, et je m'en expliquerai, et je vous en expliquerai les raisons, une question, lorsque j'ai revu dans le courant de la nuit, j'ai regardé ma prestation sur Internet, je me suis aperçu que très nettement, j'avais apporté en toute bonne foi, j'insiste là-dessus, en toute bonne foi, une réponse à une question que j'avais mal comprise, ou plus exactement, je vais y revenir, sur le périmètre temporel duquel je me suis moi-même peut-être fourvoyé. Pourquoi ai-je confondu ces deux dates du 18 mai et du 18 juillet? Pour une raison très simple. J'ai, dans mon vécu personnel de cette affaire, concernant l'affaire dite Benalla, vécu deux dates qui me viennent à l'esprit immédiatement parce que j'ai été directement concerné par celle-ci et parce que dans mon quotidien professionnel, j'ai été choqué, interpellé, concerné. Il y a deux dates. Il y a tout d'abord celle du 2 mai, date à laquelle je m'aperçois que des fonctionnaires relevant de mon autorité ont organisé, sans m'en rendre compte, et j'aurai l'occasion de préciser ce point-là, sans m'en rendre compte, un déplacement de M. Benalla dans un contexte professionnel, avec un accompagnement de fonctionnaires de mes services, et je dirais j'ai appris ce déplacement fortuitement par la vidéo qui a été révélée, qui a été portée par ma connaissance, j'ai été précis sur ce point, par M. le préfet de police, plus exactement par son directeur de cabinet, qui m'a, par appel téléphonique, à 10h, 10h30 le matin, fait part de l'existence de cette vidéo. Donc, premier élément, cette date du 2 mai. Pourquoi le 18 juillet 18 juillet, cette affaire est portée à la connaissance par le monde de l'opinion publique. Au même moment, dans le même trait de temps, 3 fonctionnaires relevant de mon autorité, plus exactement 2 fonctionnaires relevant de mon autorité et 1 fonctionnaire relevant de l'autorité du cabinet du préfet de police, se sont livrés à des actes qu'ils ont portés à ma connaissance dès le lendemain matin, actes sur lesquels je ne m'étendrai pas parce qu'ils sont ils font l'objet d'une enquête judiciaire. Et une deuxième fois, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis senti, disons les choses très clairement et très humainement et très simplement, trahi. Donc ces deux dates, pour moi, sont les deux référents forts de cette affaire dite affaire Benalla. Lorsque Madame la députée Marine Le Pen me pose la question, et il est effectif, j'ai réécouté la bande qu'elle me posait très clairement la question, elle a dit très clairement le 13 mai, dans mon effet tunnel, pour moi, c'était la période de référence entre le moment, pardon, oui, je continue à faire des erreurs de date, du 18 mai. Cette date de 18 mai ne me parle pas. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Parce qu'il est fait référence, et je le constate après, à la période sur laquelle M. Benalla est suspendu. Or, la période de suspension, c'est le 22 mai. Si j'ai bien cru comprendre tout ce qui a été dit sous serment ici, c'est le 22 mai. La période de fin de suspension, c'est le 22 mai. Moi, j'entends, dans mon effet... Oui, ou 19. En tout cas, le 18 pour moi, le 18 mai pour moi n'est pas une référence qui me parle. J'ai répondu en toute honnêteté à la question que je croyais avoir entendue, perçue, etc., comme mettant la période de référence du 2 mai au 18 juillet, alors que la question qui m'était posée est très clairement, Madame Le Pen, la question entre le 18 et entre le 2 mai et le 18 mai. Lorsque je me suis aperçu de cette erreur très significative, et encore une fois, je n'ai que ma parole d'estime à vous donner, ma sincérité, je me suis rendu compte lorsque j'ai visionné le film. Je suis originaire d'un département et surtout d'une origine familiale pour lesquels les mots de sincérité, d'honneur et de valeur et de vérité ont quelques vertus cardinales. Ayant témoigné sous serment, immédiatement et dès le lendemain matin, j'ai eu à cœur, Madame la Présidente, de vous faire ce courrier. Croyez-moi, j'en étais mari. Je l'ai fait presque avec mes tripes, me rendant compte que j'avais fourni en toute bonne foi, j'insiste là-dessus, une réponse fausse à une question qui m'était posée. J'ai eu à cœur de faire, non pas un rétropédalage, je n'aime pas le terme,
mais de contribuer à l'établissement de la vérité en rectifiant cette date et en disant très clairement la vérité sur cette période. Je me suis depuis très renseigné, je suis en capacité de vous dire très exactement, puisque j'ai parlé de cette période de référence du 2 mai au 18 juillet, quelles sont de manière très précise les réunions à laquelle mes collaborateurs ont participé et leurs dates et leurs motifs, mais également, si vous souhaitez le savoir, les occasions dans lesquelles j'ai rencontré M. Benalla sur le terrain. Vous souhaitez que je développe sur ce point, Madame la Présidente? Bon. Je suis formel entre le 2 mai, je reviens, j'ai mis les dates en gros pour ne pas refaire la même erreur, le même effet tunnel. Entre le 2 mai et le 18 mai, je n'ai à aucun moment, mes collaborateurs n'ont à aucun moment, mes collaborateurs n'ont à aucun moment participé à des réunions, soit sur le terrain en préparation de déplacements présidentiels, soit au Palais de l'Élysée, soit à la préfecture de police, à des réunions où M. Benalla était présent. En revanche, entre la période du 18 mai et du 18 juillet, très précisément, c'est aisément vérifiable sur les agendas, le 4 et le 10 juillet, mes collaborateurs ont participé, avec des membres du cabinet du préfet de police, à des réunions au Palais de l'Élysée concernant la préparation du 14 juillet. C'est-à-dire tout l'aspect cérémonie, évidemment le déplacement présidentiel, mais également tout ce qui entoure le service d'ordre. C'est un service d'ordre très, très compliqué. Donc mes collaborateurs ont participé le 4 et le 10 juillet à des réunions auxquelles était présente M. Benalla. Le 1er juillet, j'ai croisé M. Benalla sur la cérémonie de panthéonisation, j'aime pas trop le terme, mais c'est le terme employé, de Mme Simone Veil. M. Benalla était présent sur le site, je l'ai croisé. Je l'ai recroisé de la même façon sur le terrain lorsque j'exécutais et je commandais le dispositif de sécurité mis en œuvre pour le défilé du 14 juillet. Dernière occasion où j'ai eu l'occasion de voir M. Benalla, c'est au Palais de l'Élysée. Je n'ai plus la date en tête, mais c'était 2 ou 3 jours, ou 2 jours avant l'accueil de l'équipe de France triomphante sur les Champs-Élysées. J'accompagnais le directeur adjoint du cabinet du préfet de police à une réunion présidée par le préfet Strozza à l'Élysée pour envisager les conditions de retour de l'équipe de France et les conditions de son accueil au Palais de l'Élysée. Voilà très précisément, de manière très exhaustive, les dates, heures, faits à laquelle j'ai moi-même croisé M. Benalla, j'ai participé à des réunions avec lui, ou mes collaborateurs ont participé à des réunions avec lui. Deux questions qui découlent de ce que vous venez de nous dire. Vous venez de nous indiquer, et nous comprenons, hein, nous n'imaginons pas un seul instant que votre bonne foi soit mise en cause, et quand, à la lecture de votre courrier et pendant cette audition, nous comprenons que vous êtes extrêmement sincère. Toujours est-il que vous venez d'indiquer vous avez dit « lorsque j'ai visionné le film », et c'est un petit peu les propos que vous avez eus dans le courrier, « cette nuit, en revisionnant le film de mon audition ». Est-ce à dire que personne ne vous a averti de l'erreur que vous aviez commise, et vous-même, en rentrant chez vous, vous avez spontanément regardé tout le film de votre audition pour vous rendre compte de l'erreur que vous aviez commise? Comment cela s'est-il passé? Est-ce que vous n'avez pas reçu un coup de téléphone ou quelqu'un pour vous dire Madame la Présidente, je vais vous répondre très précisément et de manière très, très humaine et très terre à terre. La première personne qui m'a alerté sur cet effet tunnel que j'avais vu et qui connaît très bien, c'est ma collègue ici présente, Madame Françoise Hardy, sous-directrice régionale de la circulation, qui, en sortant de la salle, m'a dit « mais tu n'as pas fait une erreur, tu as bien compris la question qu'on t'a posée, etc. » Moi, toujours dans l'effet tunnel, je ne comprends pas. Et voilà. Je vais vous dire, Madame la Présidente, je suis plus un homme d'épée qu'un homme de robe. Et être convoqué quelques heures à l'avance pour comparaître devant une commission d'enquête parlementaire et pour quelqu'un qui est un pur opérationnel comme moi, ça n'est d'une part pas une partie de plaisir, d'autre part c'est quand même très impressionnant. Très très impressionnant, et je ne souhaite à personne d'avoir se dans la situation. Madame Mardy, ici présente, me fait la remarque en remontant dans l'ascenseur, me dit « mais tu es bien sûr que tu as bien compris la question, etc. » Moi, je continue dans cette logique-là. Oui, bah oui, où est le problème? Voilà. Mon deuxième collaborateur qui était à mes côtés, arrivé à la préfecture de police, me dit « oui, il y a quand même ce truc, mais tu as bien compris ?» Bah, je dis « oui, où est le problème ?» Je rentre chez moi, mon épouse, je vais être très clair, je vais raconter des détails peut-être domestiques, Madame la Présidente, et je m'en excuse, mais c'est la réalité des choses. Me dit bon, tu es fatigué. J'étais effectivement extrêmement fatigué après cette audition qui a été longue, qui a été tardive, avec tout le côté émotionnel et passionnel. Me dit viens te coucher, tu as besoin de te reposer. Moi,
toujours évidemment sur le coup de l'émotion, je décide d'aller voir sur Internet si on parle de cette audition, qu'est-ce qui a été dit sur cette audition. Et un des premiers titres que je vois, on doit le retrouver très aisément en faisant Google audition Alain Gibelin, je vois les déclarations du commissaire Gibelin ou du directeur Gibelin, je ne sais pas, fragilisent la version de l'Élysée. Très étonné, je lis cet article. Et dans cet article, je ne vois toujours pas le problème. Il faut simplement que je visionne la vidéo qui était jointe à cet article où Madame la députée Marine Le Pen me pose très précisément la question. Et là, j'entends très distinctement, et c'est à ce moment-là que je me rends compte de l'erreur, qu'elle me parle de la date du 18 mai et non pas de la date du 18 juillet. Immédiatement, je me rends compte des conséquences possibles de ce témoignage, encore une fois, fait en toute sincérité. Mesdames et messieurs les députés, je vous demande de me croire en toute sincérité, avec cet effet tunnel, avec cette pression-là, etc. Et j'ai essayé de joindre quelqu'un dans la nuit, j'ai essayé d'appeler le numéro que j'avais pour ma convocation, etc. Évidemment, en pleine nuit, je peux comprendre que personne n'y réponde. Dès le lendemain matin, je n'ai eu de cesse que de contacter vos services. Et dans l'urgence, j'ai rédigé ce courrier. Ce courrier, je n'en enlève pas une ligne. Je n'excuse pas ce qui s'est passé, j'essaie simplement de vous l'expliquer de la manière la plus sincère et honnête possible. Je vous remercie. Vous nous avez indiqué donc très précisément les dates auxquelles vous aviez rencontré M. Benalla ultérieurement, donc plutôt au mois de juillet, dans ce que j'en comprends, le 4, le 10, le 1er, le 14, et une date un petit peu antérieure à l'accueil de l'équipe de France. Et vous nous avez indiqué que donc pendant tout le mois de mai, finalement, et le mois de juin, vous ne l'aviez pas revu. À aucun moment, vous n'aviez participé à des réunions sur le terrain, à la préfecture de police ou au palais de l'Élysée. Est-ce que pendant cette période-là, donc tout le mois de mai et tout le mois de juin, vous l'aviez vu pour des motifs personnels ou à d'autres occasions qui ne relevaient pas de ces occasions de travail? Non, pas ma souvenance. Alors, motif personnel, évidemment pas, puisque je ne suis pas un ami de M. Benalla. M. Benalla, j'ai eu l'occasion de le dire également devant cette commission, est une relation de travail qu'entretient la direction de l'ordre public et de la circulation avec le cabinet de la présidente de la République dans le cadre de l'exécution, plus exactement de la préparation des déplacements présidentiels et des services d'ordre y afférents. Donc, je n'ai absolument à aucun titre personnel de relation avec M. Alexandre Benalla, autre que celle professionnelle. J'ajoute, pour être tout à fait précis, qu'au quotidien, depuis que M. Alexandre Benalla a pris ses fonctions au palais de l'Élysée, ce sont des collaborateurs très précis qui ont vocation à le rencontrer lors des réunions préparatoires. Quels sont-ils? Ce sont les commissaires d'état-major qui vont sur ces réunions préparatoires. Moi, je n'y vais jamais, ou très rarement, sauf lorsque l'événement est de nature à porter à la connaissance du préfet de police de manière très factuelle des décisions opérationnelles. Très clairement, par exemple, la première réunion sur l'accueil de l'équipe de France, très clairement, voilà, ce sont mes commissaires d'état-major qui vont sur le terrain avec des représentants du cabinet du préfet de police et qui entretiennent des relations professionnelles avec M. Alexandre Benalla. En l'occurrence, on a parlé du contrôleur général Laurent Simonin, il y en a d'autres. Il y a le commissaire divisionnaire Alexis Marsan qui est derrière moi. Il y a le contrôleur général Dominique Giuseppi, ainsi que 2 autres commissaires divisionnaires. Et parfois même, Madame la Présidente, ce sont des collaborateurs d'un niveau inférieur pour des déplacements qui ne posent pas de problème particulier en termes de sécurité ou d'organisation. Ça peut être des officiers. C'est assez souvent le cas d'ailleurs. Très bien, je vous remercie. On peut, voilà, donc pour la clarté, donc voilà, avant d'évoquer l'autre bloc de questions, je vais laisser M. Guillaume Larrivé vous poser également d'autres questions. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, les propos que vous venez de tenir sont, tels que je les entends, parfaitement conformes à la lettre écrite que vous avez produite devant nous mardi. Vous avez donc dans cette lettre déclaré que si entre le 1er mai et le 18 juillet, M. Benalla a bien participé à des réunions relatives à l'organisation des déplacements présidentiels, cela ne fut pas le cas sur la période allant du 1er au 18 mai. Et cette déclaration écrite nous indiquait donc bien que M. Benalla avait participé à des réunions relatives à l'organisation des déplacements présidentiels entre le 19 mai et le 18 juillet. Et c'est ce que vous venez de compléter à l'instant en évoquant des réunions relatives
à la préparation du déplacement du président de la République pour la cérémonie du 14 juillet, à la réunion du déplacement du président de la République pour la cérémonie relative à Madame Veil, ainsi qu'à la réunion relative à la Coupe de France. Alors je persiste, moi, à relever que ça reste contradictoire avec les déclarations du porte-parole du président de la République qui, dans sa conférence de presse officielle, avait déclaré, je le cite, que M. Benalla avait été, dès début mai, démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Et j'y vois une contradiction, non pas dans vos propos, les propos de cette audition corroborent parfaitement vos propos écrits de mardi, mais j'y vois une contradiction entre vos propos d'une part et les propos de la présidence de la République. Ce qui m'est conduit, par parallélisme des formes, Madame la Présidente, à souhaiter que le porte-parole du président de la République, M. Bruno Roger-Petit, soit naturellement entendu par notre commission pour vérifier si lui-même, lors du point presse qu'il a tenu officiellement à l'Élysée, n'a pas fait une erreur de date, ne s'est pas trompé. Enfin bref, on a besoin naturellement de l'entendre. De même que nous avons entendu 2 fois M. Gibelin, il me paraît impérieux d'entendre M. Bruno Roger-Petit pour pouvoir comparer ses déclarations sous serment à celles qu'il a tenues au palais de l'Élysée. C'était la remarque que je voulais faire. Je n'ai, s'agissant de cette période temporelle, pas de questions. Alors, moi, j'avais une autre question. Vous nous aviez indiqué, lors de votre première audition, que toutes ces réunions préparatoires de tel ou tel événement faisaient l'objet d'un compte-rendu. Je voulais que vous me précisiez un peu ce point. Qui établissait ces comptes-rendus? Que contiennent-ils? Et voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Tout à fait, Madame la Présidente. Donc, ces réunions associent, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de ma précédente audition, plusieurs composantes. Bien évidemment, le palais de l'Élysée dans sa composante cabinet, qui fixe le cadre général du déplacement ou l'organisation du déplacement. En l'occurrence, la plupart du temps, c'était M. Alexandre Benalla qui présidait, mais pas uniquement. Il y avait également parfois des gens du protocole. Des fois, les réunions étaient pilotées également par le chef de cabinet, selon l'importance de l'événement. Sont associés à ces réunions un représentant du cabinet du préfet de police, qui peut être un membre de son cabinet immédiat, ou un représentant de la mission police, qui est chargé d'apporter au préfet de police l'éclairage général contextuel du déplacement ou de l'événement. Sont associés dans les conditions que j'ai eu l'occasion de vous préciser, des représentants de la direction de l'ordre public et de la circulation. En aucun cas, moi je ne vais sur ces réunions-là, ou très rarement, comme je vous l'ai dit. Ce sont les commissaires d'état-major ou des officiers. Sont associés aussi parfois à ces réunions des personnes qui, à un titre ou à un autre, sont partie prenante à l'événement. Quand, par exemple, il y a une visite sur un site relevant de la compétence de la mairie de Paris, ça peut être des gens du cabinet de la maire de Paris, ça peut être lorsque le président est invité par une société, etc. Ça peut être le représentant de la société. Lorsque le président de la République se déplace dans des locaux universitaires, ça peut être le recteur ou son représentant. Voilà. Donc ces réunions ont pour but de cadrer les conditions générales du déplacement et, en ce qui me concerne moi, de regarder et d'examiner tous les éléments de sécurité, non pas du président lui-même, puisque cette sécurité, comme vous le savez, est assurée par mes collègues du GSPR, mais je dirais la sécurité générale et l'environnement de l'événement, à la fois dans sa dimension d'ailleurs sécurité, gestion du public, positionnement des journalistes, recueil et orientation des invités le cas échéant, mais également dans sa dimension, ça me paraît important de le dire, circulation, puisqu'on doit déterminer par où le président de la République va arriver, selon quel timing, par quel itinéraire, etc. Donc ça, c'est purement de ma compétence. Tous les points relevant, alors parfois très futiles, hein, ça peut être le positionnement des journalistes, c'est pas futile, mais ça peut être est-ce qu'on doit mettre ou pas à disposition du président telle ou telle pièce, que se passe-t-il si pendant le déroulement, je pense par exemple au Salon d'agriculture, qui est un très bon exemple, le président de la République décide, motu proprio, de quitter l'itinéraire pour aller voir un stand qui n'était pas prévu, etc. Comment on va s'organiser, comment ça va fonctionner? Lorsque ces réunions sont terminées, le conseiller police du préfet de police ou son représentant élabore une fiche, un compte-rendu, qui reprécise les conditions générales de ce déplacement et en rend destinataire les services de la préfecture de police qui ont vocation
à intervenir sur l'événement. À titre premier, bien évidemment, la direction de l'ordre public et de la circulation. Et en fait, ça reprécise de manière écrite tous les points qu'on a pu aborder, en cours de réunion. Voilà, Madame la Présidente, quelle est la nature et la forme et le process de ces notes. D'accord, donc les fiches sont bien établies par la préfecture de police. Est-ce que par hasard, elles indiquent les présents à ces réunions? Oui, ça peut arriver. Absolument, oui. Je vous remercie. Je pense qu'on peut passer au deuxième point. Et puis, je ferai un tour dans la salle pour ceux qui souhaitent poser des questions. Est-ce que vous nous confirmez avoir tenu le 25 avril 2018 une réunion avec M. Benalla et le général Biofarina, commandant militaire de l'Élysée, à l'Élysée? Absolument, Madame la Présidente. Du reste, je n'en ai pas fait mystère, puisque je vais me permettre de vous relire le verbatim très précis de ce que j'ai déclaré devant cette commission. Permettez-moi d'être très précis, c'est ce que j'ai dit. Au cours d'une réunion de travail à l'Élysée portant sur les relations entre la compagnie de garde de l'Élysée que j'avais sous mon autorité et l'intérieur de l'Élysée, c'est-à-dire les gendarmes, M. Benalla avait posé la question de savoir s'il était envisageable d'être associé en tant qu'observateur un jour à une opération de maintien de l'ordre dans les jours futurs. Je relis mon verbatim que j'ai déclaré sous serment, et je n'enlèverai pas un mot de ce que j'ai écrit. Évidemment, à aucun moment, il n'a fléché, je dirais, son souhait sur la manifestation du 1er mai. Toujours mon verbatim. Je rappelle que ces manifestations, on en avait beaucoup à l'époque dans le cadre des conflits en cours. À aucun moment, il n'a émis l'idée que ce soit le 1er mai spécifiquement. À aucun moment, il n'a demandé l'autorisation d'y être, parce que de toute façon, je n'ai pas vocation à donner une telle autorisation. Et je lui ai clairement rappelé la règle qui est simple et que je répète, je lis toujours ce que j'ai déclaré devant cette commission et que je répéterai à l'envi, c'est que seul le préfet de police est autorisé à donner une telle autorisation, que si nous devions faire un titre ou un autre, accueillir M. Benalla sur une manifestation ou tout autre événement, ça ne pourrait se faire qu'avec une autorisation formelle du préfet de police et de nulle autre personne. Donc, pour être très précis sur ce déjeuner de travail, Madame la Présidente, le général Biofarina en a très exactement défini le contour. Donc je vous confirme, je n'en ai jamais fait mystère de cette réunion de travail, de sa nature et des propos échangés. Le général Biofarina, je me permettrai de reprendre très précisément son verbatim aussi, parce que les mots ont leur importance. Voilà. Le général Biofarina donc reprécise le motif de cette réunion. Il dit, je cite, « Au cours de ces déjeuners, il y a eu un aparté entre Alain Gibelin et Alexandre Benalla qui avait trait à la manifestation qu'il devait venir. Nous sommes le 25 avril, celle qui doit venir est celle du 1er mai. Au cours de cette discussion, Alain Gibelin et Alexandre Benalla ont échangé sur les équipements qui seraient fournis à Alexandre Benalla pour qu'il puisse participer à la dite manifestation. Et c'est tout dont je me souviens. » Et il dit, je cite le général Biofarina, « Au cours de ce déjeuner, et là je vais vous dire ce dont je me suis certain, car ce déjeuner s'est tenu il y a 3 mois et ma mémoire n'est nécessairement pas imprimée du verbatim de ce qui s'est dit, à une question qui lui était ultérieurement posée concernant la problématique des équipements, il dit, « Madame, c'est tout ce dont je me souviens. » Voilà. Alors si le général Biofarina a la mémoire qui fâche, moi j'ai au contraire une mémoire très précise de ce qui s'est dit ce jour-là, très précise, et de la nature des questions qui m'ont été posées. Nous étions évidemment 3, c'est un déjeuner de travail, et nous parlions évidemment, outre je dirais, l'objet de la réunion, des manifestations en cours, puisque c'était l'actualité du moment, et je rappelle, et c'est très facile, je ne l'ai pas là, mais je peux vous le faire tenir, nous avions une période sociale extrêmement difficile, pour lesquelles bon nombre de manifestations aboutissaient à des violences assez significatives, non pas évidemment de la part des manifestants qui exprimaient une opinion, mais de la part des Black Blocs qui venaient s'incruster sur ces manifestations dans le but de les faire dégénérer. Nous avions eu pas mal de manifestations difficiles et nous avions devant nous un certain nombre de manifestations qui promettaient de l'être. Bien évidemment, celle du 1er mai a été évoquée. Mais d'autres, j'ai également en tête la date très précise, je dois l'avoir là, de la manifestation. Si ma mémoire est bonne, je vais trouver ça. Je crois que c'était le 5 mai. Nous avions une manifestation qui était déclarée par la France Insoumise, par M. Ruffin, pour lesquels les éléments que nous avions à notre disposition laissaient penser qu'elles pourraient être perturbées par des Black Blocs. Nous avions dans notre paysage un certain nombre d'autres manifestations initiées par les syndicats de cheminots pour lesquels nous pensions également, les services de renseignement nous laissaient à penser que ces manifestations pourraient être pénétrées, exploitées par des Black Blocs pour les faire dégénérer. Donc nous avions
à échéance très proche, un certain nombre de manifestations sur lesquelles des Black Blocs étaient susceptibles de se manifester ou des violences étaient susceptibles d'être commises. M. Benalla m'a fait part de son intérêt pour observer ce type de manifestation de manière très claire et m'a demandé s'il était possible de le faire. Je lui ai bien évidemment, je rappelle que je suis sous serment et les mots ont leur poids, Madame la Présidente, par rapport à certaines déclarations dans la presse qui, à ma connaissance, n'ont pas cette même prégnance. Les mots ont leur importance. M. Benalla m'a demandé si c'était possible d'assister à une manifestation, sans aucun moment fléché spécifiquement à la manifestation du 1er mai. Je lui ai indiqué très précisément la règle à suivre pour obtenir une autorisation ou pour que cela se fasse. Je rappelle, et là les choses sont très claires, qu'il est possible à n'importe quelle personne d'assister à une opération de police pour autant, soit qu'elle en justifie un intérêt particulier, soit qu'elle s'y intéresse et que voilà, à condition évidemment de respecter un minimum de règles, ces règles étant in fine, d'obtenir l'autorisation de l'autorité de bon niveau. Je lui ai dit très précisément à M. Benalla qu'il serait bien évidemment le bienvenu. Qui suis-je pour empêcher un observateur élyséen de venir observer une manifestation? Mais je lui ai rappelé très clairement que la règle était autorisation de sa hiérarchie et surtout, j'insiste, l'autorisation in fine du préfet de police lui-même ou évidemment d'un membre de son cabinet qui me relayerait cette information. Je lui ai précisé que lorsqu'il viendrait, s'il y était accepté, ou du moins s'il était autorisé, il serait accompagné, entre guillemets parrainé, piloté, appelez ça comme vous voulez, par un fonctionnaire de police qui, selon moi, et j'ai eu l'occasion de le dire également, regardez le verbatim de mes déclarations que j'ai faites dans cette commission, pour moi, le bon niveau, si j'avais été informé de ça, ça aurait été non pas un major de police, malheureux, major Mizerski s'est retrouvé bien malgré lui dans une bien sale affaire, mais par un commissaire de police, qui me semble le bon niveau d'accompagnement pour une personne du rang d'un membre du cabinet de la présidence de la République. Voilà. Et je lui dis, bien évidemment, que si c'était le cas, on le doterait d'équipements de protection, comme on le fait, c'est vérifiable, peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de participer à des déplacements, comme on le fait lorsque des visiteurs, voilà, je vois que certains d'entre vous acquiescent, ça peut être très certainement pour des opérations de maintien de l'ordre, un casque de protection, parce que les pavés, ça vole bas et ça fait mal, et également d'un gilet pare-coup. En aucun cas, je peux terminer? Merci. En aucun cas, il n'a été évoqué, en aucun cas, l'existence, la possibilité, la faculté d'avoir un brassard de police, un poste Acropole. J'apprends dans les déclarations que j'ai lues, comme vous tous dans la presse, on parle d'une cote de protection avec un grade je crois, de capitaine. On parle effectivement d'un poste Acropole. Et puis, j'ai pas tout noté, etc. Il est bien évident, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les parlementaires, qu'en aucun cas, même si j'avais été détenteur d'une autorisation formelle du préfet de police, je n'aurais accepté, toléré, incité, demandé à qui que ce soit relevant de mon autorité de doter M. Alexandre Benalla, pas plus que toute autre personne, de tels équipements qui ne sont consubstantiellement pas nécessaires à la mission d'observation. J'ai par exemple, dans mon paysage très immédiat, un gros service à mener dimanche prochain qui est l'arrivée du Tour de France, qui est un très gros service qui est géré par mes services-là. J'ai très exactement 4 observateurs, 3 policiers anglais, un chef d'entreprise qui souhaite observer les conditions de déroulement du Tour de France, qui me sont envoyés de manière très précise et très formalisée par le cabinet du préfet de police. Il est bien évident, je ne vois pas en quoi ces gens-là seraient habilités à être détenteurs d'un brassard de police, puisqu'ils sont accompagnés par quelqu'un qui lui-même le possède, ou d'avoir un poste radio qui est un élément, non pas de commandement comme j'ai entendu, mais en tout cas de relais d'ordre ou d'instruction, etc., ordre ou instruction qu'il n'a pas vocation à connaître. Donc en tout état de cause, et je note que dans les déclarations de M. Alexandre Benalla, quand il note avoir reçu ce matériel, et très certainement il l'a eu puisqu'on le voit porter ce matériel, ça n'est pas le fait d'instructions reçues par la direction de l'ordre public et de la circulation, pas plus que de son directeur. Je note que concernant l'invitation, Alexandre Benalla lui-même dit dans le même article qu'il en a reçu l'invitation formelle par M. Laurent Simonin. Je note, comme vous, que dans le même article, il dit avoir reçu de Laurent Simonin, il y a une enquête en cours, donc je n'insisterai pas, ce n'est pas à moi de faire la vérité, c'est à la justice. Lui demandant, je cite, ses mensurations. Permettez-moi d'être étonné par ça. Il dit qu'un correspondant s'est présenté à lui en lui livrant quelques jours avant un sac contenant, etc. Je ne dirai pas plus sur ces faits. Ces faits font l'objet d'une enquête judiciaire. Je ne doute pas une seconde que la justice fera très clairement le point
sur ce problème-là. C'est inacceptable que M. Benalla ait été rendu destinataire de ces équipements. Tout au plus le casque de police, c'est normal. Tout au plus un équipement de protection type pare-coup, c'est normal. On n'expose pas les observateurs aux pavés ou aux bouteilles. Tout le reste est inacceptable et en aucun cas, M. Benalla ne pouvait se prévaloir dans quelque façon de détenir, d'utiliser ces signes ou autres matériels. La justice enquêtera, elle posera très certainement la question à M. Benalla de savoir qui lui a donné. Cette personne sera amenée à s'en expliquer. En aucun cas, ça ne s'est fait sous mes ordres ni sous mon autorité. Monsieur le directeur, je vous remercie. Je ne veux pas mobiliser la parole, donc je laisse la parole à mon co-rapporteur. Je vous indique qu'on fera un tour de salle, donc 3 questions par groupe, pour qu'on puisse à peu près respecter notre timing. Et s'agissant d'une deuxième audition, on a quand même entendu un certain nombre d'éléments. Donc, monsieur le co-rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord noter que l'existence de cette réunion de travail en forme de déjeuner est désormais un fait qui peut sembler établi. C'est vous, monsieur le directeur, qui l'avez révélé lors de votre audition lundi 23 juillet, puisque vous aviez déclaré que monsieur Benalla avait demandé lors d'une réunion à l'Élysée s'il lui était possible d'assister à une manifestation, et je cite le compte-rendu. Il lui avait été rappelé très clairement, je le sais, dites-vous, car c'est moi qui le lui rappelais la règle à suivre, à savoir qu'il devait évidemment obtenir, j'imagine, une autorisation de sa hiérarchie, pour moi ce n'est pas le sujet, mais surtout une autorisation formelle du préfet de police qui me serait redescendue. Je cite donc votre déclaration de lundi soir par laquelle vous nous informez de l'existence de cette réunion. Lors de son audition, le général Biofarina a lui aussi évoqué cette réunion, confirmant en réalité l'information que vous aviez donnée sur l'existence de cette réunion. Et je note au demeurant, troisième élément, que dans son entretien au journal Le Monde cet après-midi, M. Benalla, alors qu'on lui pose une question relative à Alain Gibelin, vous-même, répond, je cite cette interview, « On a déjeuné quelques jours avant avec le général Biofarina aux 2 rues de l'Élysée. C'était une réunion de travail à propos des policiers qui font la sécurité autour du palais. À la fin de ce déjeuner, il m'a demandé si je venais toujours le 1er mai et si j'avais reçu l'équipement que je devais recevoir. » Moi, je n'ai pas de questions particulières, si ce n'est que je constate en fait qu'on a 3 degrés d'information qui sont de nature différente. On a d'une part les déclarations d'un haut fonctionnaire de la police nationale, le directeur Alain Gibelin, ici présent, sous serment, celle de lundi et celle d'aujourd'hui. On a les déclarations du général de brigade Biofarina sous serment, et nous avons aussi désormais une interview au journal Le Monde de M. Benalla. Et donc en réalité, ces 3 déclarations ont un point de convergence. Il y a bien eu l'existence de cette réunion sous forme de déjeuner, mais il y a des divergences sur le contenu de cette réunion. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente co-rapporteur, il me paraît indispensable, ainsi que je le demande depuis vendredi dernier, que M. Benalla fasse l'objet d'une convocation formelle devant notre commission d'enquête afin qu'il puisse sous serment s'exprimer sur les faits. Alors, je vais passer la parole à chacun des groupes. Pour La République En Marche, Madame Naïma Mouchou. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le directeur, au cours de votre première audition, vous avez, dans votre propos liminaire, dit avoir été informé de la présence de M. Benalla, place de la Contrescarpe, lors de la manifestation du 1er mai, seulement le lendemain, donc le 2 mai, au matin. Je vous cite, « Le préfet de police me demande si j'avais connaissance de la présence de M. Benalla sur le terrain. Ma réponse est non. Je suis dans la totale ignorance de la présence de M. Benalla sur le terrain. » Vous êtes alors dans la salle de commandement, j'imagine. Sauf que, monsieur le directeur, il y a des contradictions majeures avec effectivement 2 autres déclarations, dont l'une sous serment. Il y a monsieur Biofarina, et le co-rapporteur vient de retranscrire intégralement les propos qui ont été cités. Vous nous dites être certain d'avoir vu monsieur Benalla 15 jours avant le 1er mai, au cours d'une réunion de travail, pour évoquer, dans les 15 jours, pardon, pour évoquer les règles qui concernent les observateurs. C'est bien cela, hein. Dans ce cas, ma première question, au cours de cette réunion où vous évoquez toutes ces règles, vous n'évoquez pas la présence de M. Benalla le 1er mai
vous n'évoquez que globalement un sujet. Je vous l'ai dit, je réitère mes propos. Lors de cet aparté, cette conversation que nous avons eue avec M. Benalla sur la possibilité qu'il assiste dans les jours prochains à une manifestation, évidemment, dans l'ordre des choses apparaissait la manif du 1er mai, mais pas uniquement, puisque nous avions cette grosse manifestation de la France Insoumise sur laquelle nous redoutions quelques soucis. Nous avions d'autres manifestations. Je dirais que le calendrier des manifestations compliquées à ce moment-là, il y a qu'à revoir un petit peu l'actualité, était assez riche. Donc, M. Benalla n'a jamais spécifié ou pointé, ou etc., très précisément cette manifestation-là. De quoi parlons-nous, Madame la parlementaire? Si j'avais été en capacité de donner une telle autorisation à M. Benalla, oui, ou d'informations de M. Benalla concernant très précisément, admettant qu'on ait réfléchi à cette manifestation-là. Quel est le problème? Quel est le problème? Est-il que la préfecture de police, ou son directeur, ou le préfet de police, etc., accepte sur le terrain un observateur? C'est la pratique commune avec n'importe qui, et je pense que si la pratique... Non, mais permettez-moi de terminer. Si, je dirais, le circuit normal eût été respecté, je ne vois pas, et le préfet de police, je crois, a eu l'occasion de vous le dire, et peut-être vous le redira-t-il tout à l'heure, je ne vois pas en quoi la préfecture de police eût été fondée à refuser une telle autorisation. C'est la première chose. On parle de quoi, là? On parle d'un incident qui a engagé M. Benalla avec des faits de violence sur laquelle la justice se prononcera. On parle de ça. On parle de ça. Voilà. Donc... Oui, on parle du déjeuner de travail, oui, madame. Donc, je suis très précis sur ce point. On parle du déjeuner. Je note qu'il n'y a pas contradiction entre les propos du général Biofarina et les miens. Monsieur Biofarina dit très clairement dans le verbatim qui est le sien qu'il ne se souvient qu'à peu près de la conversation. Il dit lui-même ne pas se souvenir très exactement de la conversation. Moi, au contraire, je m'en souviens très bien, madame la députée, très bien. Et je vous redis sur l'honneur, vous savez, je vais vous dire, dans cette affaire-là, au-delà de la déposition sous serment, c'est l'honneur d'un homme qui est en jeu. C'est un peu le mien. Permettez-moi d'être un petit peu sinon vif dans mes propos, mais en tout cas passionné. Je vous réitère mes propos, madame la députée. À aucun moment, la manifestation du 1er mai n'a été ciblée comme telle. À aucun moment, je ne me suis trouvé en position de m'enquérir, comme je l'ai lu, du fait de savoir si M. Benalla avait reçu tout ou partie des équipements. Encore une fois, je m'en tiens de la manière la plus stricte et la plus honnête possible. Je m'en tiens à ce que je vous ai dit. M. Benalla a fait part de son souhait de participer dans les jours prochains à une manifestation. Il m'a demandé si c'était possible. Je lui ai dit oui. Je lui ai précisé les conditions pour lesquelles, par la voie que... Voilà. En aucun cas, je n'ai invité M. Benalla sur cette manifestation, madame la députée. J'ajoute, si vous aviez besoin de vous convaincre que je ne l'ai pas fait, deux points qui me paraissent cruciaux. Dans l'interview d'aujourd'hui, pour autant que cette interview est une valeur par rapport à une déclaration sous serment, que M. Benalla dit lui-même et reconnaît lui-même avoir été invité directement par M. Laurent Simonin, il le dit, avoir échangé des SMS, tout ça, j'imagine que la justice pourra très clairement en établir la réalité. J'ajoute également que si je m'en tiens la déposition de M. le directeur de cabinet du président de la République, dit lui-même que M. Benalla lui a dit avoir été invité par M. Laurent Simonin. Il a dit ça, très exactement. Vous avez très certainement accès au verbatim exact des déclarations de M. le préfet Stroza, qui dit que Alexandre Benalla lui a dit avoir été invité par Alexandre Simonin. Et de rajouter, je connais M. Alexandre Simonin, M. Laurent Simonin, pardon, qui est un grand professionnel, et c'est le cas, et il m'a semblé que cette invitation avait été prise au niveau pertinent. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce déjeuner, je ne mentirai pas. Et encore une fois, si M. Biofarina n'a pas à souvenir très précisément, il le dit lui-même, du verbatim, moi j'ai très précisément la mémoire très exacte de ce que j'ai dit ou pas dit. Ça fait très exactement, madame la députée, permettez-moi de mettre un petit peu de passion dans mes propos. Ça fait 33 ans que je me suis engagé au service de la République. J'ai, de par ma formation professionnelle, de par mes racines rurales, la plus haute conception du service de l'État. La plus haute conception du service de l'État. Je vous invite à regarder mes états de service. Jamais, à aucun moment, on ne m'a suspecté, non, c'est pas facile, madame, ça n'est pas facile. On ne m'a suspecté de quoi que ce soit, d'avoir subi des pressions, d'avoir organisé quelques magouilles d'officine, voilà, jamais. C'est vraiment mon honneur qui est en jeu dans cette affaire-là. Je m'en tiens à cette version pour une bonne et simple raison, c'est que c'est la vérité.
Madame Mouchou, d'autres questions? Monsieur le directeur, je ne remets évidemment pas en cause l'état de service. Moi, je constate des contradictions. Et encore une fois, vous nous dites qu'à aucun moment, vous ne saviez que M. Alexandre Benalla ne serait présent le 1er mai à la Contrescarpe. Je relève que M. Biofarina dit le contraire. Il explique qu'au cours du déjeuner du 25 avril, M. Benalla et vous-même aviez échangé sur les équipements qui lui seraient fournis à l'occasion de la manifestation du 1er mai en tant qu'observateur. Et je soulève également que M. Benalla, ce matin, fait des déclarations et qu'il confirme, il dit que le 1er mai, enfin le 25 avril, au cours d'un déjeuner de travail à propos donc des policiers qui feraient la sécurité, vous lui auriez demandé s'il venait toujours le 1er mai et s'il avait reçu l'équipement qu'il devrait recevoir. Je vous réitère donc la question, est-ce que vous confirmez vos propos? Vous n'étiez pas informé de la présence de M. Benalla le 1er mai, avant la date du 1er mai, et en particulier à l'occasion de ce déjeuner, oui ou non? Et dans ce cas-là, effectivement, il y a quelqu'un qui ment. Madame la députée, ça fait 4 fois que je répète la même chose. À aucun moment, je suis désolé, mais les mots ont leur sens. Je ne vais pas parler pour le plaisir de dire ce que j'ai dit. Les mots ont leur sens. À aucun moment, la date du 1er mai n'a été spécifiquement fléchée pour cette manifestation, pour une éventuelle présence de M. Benalla. Ce sont des propos d'ordre général. Et je note, encore une fois, je le redis, que le général Biofarina, le général Biofarina, qui a assisté à cette conversation, ne s'en souvient pas de manière très, très précise. Moi aussi, je m'en souviens de manière très précise. Parce que quelle ne fut ma surprise lorsque j'ai découvert la présence de M. Benalla sur la manifestation. Alors, non pas sur la manifestation, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sur la soirée du 1er mai, j'ai vu M. Benalla dans la salle de commandement, et puis il disait ouvertement qu'il avait été sur le terrain, je cite, mais les conditions dans lesquelles il y était arrivé, c'est-à-dire dans le cadre d'un accompagnement de service de police. Donc je suis formelle, Madame la députée, pour autant que les mots aient leur sens. Pour La République En Marche, c'était la troisième. Alice Toureau, pour la troisième question. Bien, monsieur le directeur, de graves dysfonctionnements ont été constatés dans vos services puisque des informations importantes ne vous ont pas été remontées. En clair, vous n'êtes au courant de rien, alors qu'il s'agissait d'événements particulièrement graves, à savoir donc la présence d'un observateur non autorisé a priori, qui était équipé comme un policier, impliqué dans des violences, et enfin l'absence de réaction des fonctionnaires de police qui sont sur place. Monsieur le directeur, considérez-vous en conséquence qu'il soit nécessaire, dans ces conditions, de repenser l'organisation de vos services et plus globalement celle de la préfecture de police de Paris à laquelle vous appartenez? Madame la parlementaire, je vois que vos considérations vont très loin. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur la préfecture de police. J'en suis moi-même un de ses serviteurs depuis ma naissance en administration, donc depuis 1986. Je suis ce qu'il est convenu d'appeler un pur produit de la préfecture de police. Je crois, pour être très clair, que spécifiquement s'agissant des missions qui sont les miennes, enfin du moins de ma direction, l'ordre public et la protection des institutions, cette maison a, dans son histoire, et très, très au-delà de ma personne et celle de mes prédécesseurs, a fait preuve de qualité remarquable et de succès certain. Souvenez-vous tout simplement, parce qu'on oublie vite les choses, le temps passe vite et le temps médiatique étant ce qu'il est, on oublie très très vite ce qui a été fait. Ne serait-ce que le week-end précédent, la révélation de l'existence de cette vidéo par le journal Le Monde, me semble-t-il. Nous avions eu 3 événements particulièrement importants, événements dont vous ne retrouvez jamais l'importance. Mais attendez, je vais vous répondre, chère madame, madame la députée. On a, dans un trait de temps de 3 jours, monté, animé les festivités du 14 juillet, un feu d'artifice qui a probablement accueilli plus de 800 000 personnes sur un site contraint du Champ de Mars. Le lendemain, et je dirais vulgairement, dans l'urgence et à l'arrache, comme on dit chez nous, on a monté une fan zone pour la demi-finale de la Coupe de la Coupe du Monde. Le soir même, on a géré des événements extrêmement compliqués sur les Champs-Élysées. Et dans l'urgence, nous avons dû monter. Et attendez, je vais y venir. Écoutez, si vous souhaitez, chère madame, que je vous donne les réponses que vous souhaitez, je peux le faire, mais il faut me donner très exactement... S'il vous plaît. Bien. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la préfecture de police doit être réformée? Évidemment non. Mes services ont-ils dysfonctionné? Évidemment non. Pourquoi n'avez-vous pas été mis au courant de certains faits commis par vos collaborateurs?
Ben, tout simplement parce que je les ignorais. J'ajoute, chère madame, on parle beaucoup de l'article 40. Moi, je vois depuis le début des auditions, le fameux article 40, on pose à tout le monde la question de savoir qui aurait dû user de la procédure ou de l'obligation de l'article 40. J'ajoute que dans cette affaire, dans sa globalité, si une seule personne a déclenché un article 40, c'est votre serviteur qui a demandé expressément au préfet de police de signaler les faits à la connaissance du procureur de la République. J'ai à votre disposition le rapport par lequel je l'ai fait, 1 heure après la connaissance des faits, par lesquels mes collaborateurs, ce coup-là, m'ont informé d'un élément grave, d'une particulière gravité, qui pouvait constituer un délit pénal. Dans cette affaire-là, je constate, vous le livre à votre appréciation et je le livre à l'appréciation de l'opinion publique, une seule personne a déclenché un article 40, c'est votre serviteur qui en a demandé expressément l'activation auprès du préfet de police, dans un délai d'1 heure, j'insiste là-dessus, après avoir eu connaissance des faits. Donc, en aucun cas, on ne peut me suspecter de connivence avec qui que ce soit, etc. Puisque je note avec comme vous, hein, c'est un constat que je fais, ce n'est pas une interprétation, c'est un simple constat, que c'est la révélation de ces faits qui a amené, in fine, le limogeage, appelons ça comme ça, de M. Alexandre Benalla. Je suis à l'origine de cette révélation, et au niveau article 40, je pense avoir de leçons à recevoir 2 personnes. À quelle date ? Le lendemain, c'est-à-dire, je vous parle de la journée du 18, donc c'est le 19 juillet. Voilà. J'ai à votre disposition, si vous le souhaitez, le rapport que j'ai adressé au préfet de police, 1 heure après avoir eu connaissance des faits. J'ajoute que le préfet de police a été particulièrement réactif, puisque dans l'heure, il procédait à 2 mesures importantes, saisine dans le cadre de l'article 40 du procureur de la République et demande de suspension des 3 fonctionnaires concernés relevant de son autorité et pour les 3 d'entre eux, 2 des miens. Oui, je note que M. Gibelin évoque un rapport écrit. Il me semble nécessaire, si la co-rapporteure et la commission sont d'accord, que nous demandions effectivement communication de ce rapport écrit pour qu'il soit versé à notre dossier. Alors, pour le groupe Les Républicains, j'ai 2 demandes de prise de parole. Une troisième, alors. Monsieur Ciotti. Bien, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais dire mon estime, mon respect, inspecteur général Alain Gibelin. Je mesure aujourd'hui un peu la difficulté et l'épreuve que constitue pour lui cette audition, d'autant que, et on vient de l'entendre dans certaines questions, on a le sentiment que c'est lui qui est accusé. Et au travers de lui, j'ai le sentiment, et je veux le déplorer avec beaucoup de force, que c'est la police nationale qui est accusée. Personne ne sera dupe de l'opération de diversion politicienne qui est engagée avec des éléments de langage qui viennent d'ailleurs. Et je le dis avec beaucoup de force et quelque part aussi avec beaucoup de colère. La police nationale n'a pas à faire les frais d'une affaire de nature d'abord politique et d'un dysfonctionnement d'abord politique au plus haut sommet de l'État. Je veux le dire aujourd'hui. Je voudrais, une fois ce principe étant dit, exprimer un sentiment personnel. Monsieur... Vous pouvez poser votre question ? Oui, Madame la Présidente, laissez-nous parler. On est là pour poser des questions, écouter les réponses. Je ne suis pas sûr que vous êtes là pour nous laisser poser des questions. Et nous les poserons, et je les poserai, sauf si vous me coupez la parole, et vous pouvez le faire. Mais je veux poser ces questions au nom de la représentation nationale. Et pour je les attends avec impatience, cher Monsieur Ciotti. Fortement et librement, donc vous ne nous entraverez pas notre parole. Et je veux le dire aujourd'hui parce qu'il y a aujourd'hui des tentatives de blocage du fonctionnement de cette commission que je veux et que nous voulons déplorer au nom des députés républicains avec beaucoup de force et aussi beaucoup de colère. Moi, je veux exprimer un sentiment qui va me permettre de poser la première question. Ce sentiment, c'est lorsque Madame Le Pen, lors de votre audition, je crois que c'était lundi, vous a posé cette question. J'ai eu en effet personnellement le sentiment que vous ne compreniez pas le sens de cette question. Votre réponse m'a étonné et j'ai eu ce sentiment, et je le dis très clairement. J'ai eu aussi le sentiment, quand le général Biofarina a été interrogé par notre commission, que volontairement, d'ailleurs hors de toute question qui lui avait été posée sur ce sujet, il avait souhaité vous mettre directement en cause. Je voudrais savoir
quelles sont la nature de vos relations habituelles avec le général Biofarina et comment vous expliquez cette mise en cause. Vous venez de vous expliquer sur le fond, nous entendons vos réponses, nous les recevons, mais est-ce qu'il y a un contexte particulier qui motive finalement cette contradiction, en tout cas cette différence de version? Première question que je souhaite vous poser, je ne sais pas si vous souhaitez répondre là-dessus. Ma deuxième question aura trait à la remise des bandes vidéo, donc c'est une question un peu différente. Oui, monsieur le député, permettez-moi de répondre au fur et à mesure, parce que dans le contexte émotionnel dans lequel je suis, j'ai à cœur vraiment de répondre au mieux et au plus juste. Et ça va peut-être vous étonner, monsieur le député, mais mes relations avec le général Biofarino sont excellentes. Elles sont excellentes. J'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent, notamment dans les relations que nous entretenons à travers mon service, le service de garde et de protection de l'Élysée, qui est donc, il a très bien expliqué, hein, le général Biofarina, c'est donc le premier rempart, je dirais, sinon de la République, du moins du palais de l'Élysée, c'est-à-dire ce sont les fonctionnaires que vous voyez lorsque vous tournez autour du palais de l'Élysée, qui font des rondes, des patrouilles autour du palais de l'Élysée, donc des gardiens de la paix relevant de mon autorité, qui appartient au service de protection de l'Élysée, relevant de la sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts, relevant de la direction de l'ordre public et de la circulation. Donc souvent nous nous appelons pour régler des petits problèmes liés à l'interaction ou les problèmes de communication entre les gendarmes de la présidence et les gendarmes de la présidence, pardon, les gendarmes qui font le service intérieur du palais et mes fonctionnaires, et pour régler des petits problèmes, je dirais, de voisinage avec les riverains de la rue Saint-Honoré, quand il y a des gros services d'ordre où certains riverains sont gênés. On peut le comprendre par voilà. Donc les relations avec le général Biofarina, sont des meilleures, bon, je peux imaginer qu'il le dit lui-même. Hein, moi, je n'invente rien. C'est dans ce qu'il a dit. Donc je présume que s'il le dit, c'est vrai. Qu'il ne se souvient pas très bien du verbatim. Bon, il croit peut-être en toute bonne conscience. On a effectivement évoqué la manif du 1er mai, mais pas que. Toutes les autres manifestations, etc. Voilà. Donc moi, mes relations sont excellentes de ce point de vue-là. Je n'ai rien d'autre à déclarer là-dessus, monsieur le député. Ma deuxième question aura trait à l'interview que nous découvrons cet après-midi dans le journal Le Monde de M. Benalla, et notamment au passage ayant trait à la remise d'un CD contenant les images vidéo de la manifestation du 1er mai, place de la Contrescarpe. M. Benalla dit dans cette interview, alors qu'il est manifestement à un dîner, qu'il reçoit un appel de quelqu'un, je le cite, de la préfecture de police le 18 juillet, à 22 h, et que cette personne lui indique « Tu veux la vidéo ?» Monsieur Benalla nous indique que cette personne le rejoint au restaurant, qui lui remet ce CD et que lui-même le remet à l'Élysée à un conseiller communication. Manifestement, BFM nous indique ce matin que ce serait monsieur Ismaël Émélien, conseiller proche de Monsieur le Président de la République. Est-ce que certains policiers sont mis en examen pour et vous venez de le dire, fort de l'article 40 que vous avez activé, sont mis en examen dans la procédure judiciaire, et Monsieur Benalla est mis en examen lui-même dans ce cadre pour recel. Recevoir une vidéo obtenue illégalement est passible du délit de recel. Est-ce que vous avez connaissance de la personne qui a appelé M. Benalla et qui lui a remis, manifestement de la préfecture de police, peut-être de quelqu'un émanant des effectifs de votre direction? Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez connaissance de la qualité, de l'identité de cette personne? Non, monsieur. Bon, pour respecter le principe de séparation des pouvoirs, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le contrôleur général Laurent Simonin, dans les premiers éléments d'information que je lui ai demandé concernant cette affaire, m'a déclaré très clairement par rapport écrit qu'il était à l'origine de ce coup de fil. Monsieur Pierre-Henri Dumont. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, nous avions reçu le directeur de cabinet du Président de la République il y a quelques jours maintenant, qui nous avait expliqué qu'il avait dû monter une opération lors de la venue du retour de l'équipe de France de football, je cite, dans la précipitation. Pourtant, vous venez de nous dire que vous aviez eu des réunions quelques jours avant cette arrivée, en anticipant le possible résultat. Estimez-vous que, par rapport à votre expérience des grands événements de ce type,
cela a été fait dans la précipitation. C'est de vous faire sourire, mais bon, là, nous sommes tous ravis de la prestation de l'équipe de France, mais bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au début, c'était pas vraiment certain qu'on en arrive à ce stade-là. Les conditions de retour de l'équipe de France n'étaient pas connues. Les conditions, voilà, n'étaient pas connues. Et je peux imaginer que entre les relations, notamment entre la fédération de football et la présidence, compte tenu d'un événement quand même de portée nationale, il y a eu des tractations, des discussions sur la nature comment dirais-je, comment les mérites de l'équipe de France allaient être célébrés par la République. Voilà, donc je dis pas, c'est assez fréquent hein, quand on a des événements un petit peu impromptus. Je vous donne un autre exemple, vous allez comprendre très vite. Quand Johnny Hallyday est mort, on a monté le service en même pas 10 heures. En même pas 10 heures. Et c'est fréquent. L'actualité commande et nous avions, de ce point de vue-là, je vous le rappelle, eu à gérer dans la journée, la veille, la finale elle-même. L'afflux massif de dizaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées, avec quelques incidents d'ailleurs à déplorer en haut des Champs-Élysées. Voilà, je ne suis pas étonné du côté rapide de cette réunion-là. J'ajoute que ça a été la première réunion qui a été initiée par l'Élysée, à laquelle personnellement j'ai participé. Il y en a eu 2 autres à laquelle je n'étais pas, où étaient de mes collaborateurs et je crois, si ma mémoire est bonne, le directeur adjoint du cabinet du préfet de police. Voilà. Mais je dirais que là, c'est assez fréquent, ce genre de réunion, un petit peu dans l'urgence. Hein, voilà. Je vous ai cité le cas de la mort de Johnny Hallyday, c'est l'exemple même d'un énorme service d'ordre, parce que je vous rappelle qu'on a eu quelques dizaines de milliers de personnes aussi sur les Champs-Élysées, qu'on a monté pratiquement en 10 heures. Et c'est là, permettez-moi de faire une incise sur la préfecture de police et son modèle, c'est là que la préfecture de police montre son efficacité et son savoir-faire. Je vous remercie. Pour le MODEM, Madame Laurence Wischniewski. Oui, monsieur le directeur, pardonnez-moi si cette question vous a déjà été posée, mais nous n'entendons pas toujours, nous non plus très bien ce qui se dit, et nous pouvons aussi nous tromper sur les réponses. Donc, sous réserve que cette question ne vous ait pas déjà été posée, pouvez-vous nous préciser s'il existe un service d'enquête et de contrôle au sein de votre direction ? Il n'y a pas un service à proprement parler. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement qui est constaté, il y a soit une demande de ma part de saisine de l'IGPN auprès du cabinet du préfet de police, soit en général, tous les dysfonctionnements, c'est des dysfonctionnements assez mineurs qui relèvent, je dirais, de l'activité quotidienne des services de police. Jamais des choses d'une particulière gravité. On a eu, tout à fait récemment, il y a 2 jours, on a eu un problème de violence qui pourrait être considéré comme illégitime sur le dépôt de Paris. Bon, là, bien évidemment, les premiers actes d'enquête sont faits par mes services et tout de suite, très rapidement, l'inspection générale de la police nationale est saisie. Il n'y a donc pas, si vous voulez, de service spécifique chargé de la discipline de la direction. Nous sommes une petite direction, madame la députée. Pour tout vous dire, l'effectif total de ma direction, il est, en ce qui concerne les cadres, de 28 personnes, je dirais du jeune commissaire qui vient d'arriver de l'école jusqu'à moi, et nous avons un effectif global d'environ 5000, c'est assez variable dans l'année, mais entre 5000 et 5400 fonctionnaires. L'essentiel du reste, et vous l'avez pu l'observer sur la manifestation du 1er, pour la gestion du maintien de l'ordre, étant fourni par ce qu'on appelle les unités de la réserve nationale, CRS ou gendarmes, qui sont mis à disposition du préfet de police et placés par lui sous mon commandement direct. J'ai bien répondu à votre question, madame ? Oui, mais elle en appelle une deuxième, mais après j'en aurai une seconde, pardon, et je n'en aurai pas d'autres, je pense. Ce que vous nous dites, c'est que ce mini-service dont vous disposez pour faire les premières vérifications, peut-être quand il y a des dysfonctionnements, n'a pas été saisi en l'espèce pour les dysfonctionnements dont notre commission est saisie, et ça ne se justifiait pas selon vous? À l'état, de mon point de vue, non. Pourquoi? Parce que les faits sont connus très vite, c'est-à-dire le lendemain, le 2, nous avons connaissance de cette vidéo. La première, j'insiste beaucoup, parce que il faut savoir que la vidéo sur laquelle moi j'ai eu que nous avons découvert la journée du 2, c'est la première vidéo sur laquelle, il y a plusieurs vidéos qui circulent de l'événement, très précis. La première vidéo, on ne voit pas Alexandre Benalla porteur d'autre chose que le casque de police. Ce n'est qu'ultérieurement sur les vidéos qui sortent qu'on le voit porteur d'un brassard dans un premier temps, et d'un brassard et voilà. Donc dans un premier temps, vous avez quoi? Vous avez très clairement, je pose des questions, ça me paraît légitime, hein, au major qui est sur place, et plus généralement, j'interroge mes services là-dessus. On a quoi? Très clairement, une interpellation de 2 personnes ayant commis, ou étant suspectées d'avoir commis un délit.
délits très clairement identifiés comme jet de projectiles sur les forces de l'ordre pour l'une des deux personnes et pour jet de projectiles et rébellion sur la deuxième personne. Donc l'image que j'ai contextualise une interpellation, dans un cadre parfaitement légitime et parfaitement légal, de deux personnes qui ont été interpellées et qui ont fait l'objet d'une présentation d'officier de police judiciaire. Donc là, de ce point de vue-là, à ce moment-là, il n'y a pas, de mon point de vue, de nature à interroger, pas plus les CRS qui sont intervenus, que le commissaire qui les commandait, que les effectifs qui opéraient en périphérie de cet événement. J'ajoute que s'il y avait eu à s'interroger sur la nature des faits et sur leur gravité, tout naturellement un processus qui est simple, c'est-à-dire que les victimes ou celles qui se prétendent victimes de violences illégitimes déposent plainte déjà contre la personne et le font en général dans un délai très très court. Ça se fait le jour même, voire le lendemain. La plupart du temps d'ailleurs, c'est au moment de la présentation de l'officier de police judiciaire. Je constate comme vous qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Au cours de ce dépôt de plainte, il y a une demande d'examen de la personne qui est blessée pour connaître la nature de ses blessures et notamment ce qu'on appelle l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, qui détermine le niveau d'incrimination de la peine, etc. Et puis tout naturellement après, le processus s'ensuit et l'autorité judiciaire est saisie de ces faits. Voilà. Alors, je suis désolée, Madame la Présidente, il y en a une troisième, mais c'est parce que j'essaie de comprendre le mécanisme. Vous avez été informé de ce qu'il s'agissait de M. Benalla assez vite, très vite. Et à partir de ce moment-là, parce que je comprends bien ce que vous me dites lors des premières images que vous voyez, mais lorsque vous êtes informé de ce qu'il s'agit de M. Benalla, vous voyez aussi à côté qu'il y a des fonctionnaires de police qui ne réagissent pas et qui sont de votre autorité. Et ça ne justifiait pas que quelques premières investigations soient effectuées. Mais peut-être je ne comprends pas bien le déroulement. C'est pour ça que je vous demande. Très précisément, avec toujours ces problèmes de micro, très précisément, lorsque j'ai connaissance de la vidéo, encore une fois, je vois un geste d'un homme, Alexandre Benalla, sur lesquels je n'ai pas d'éléments particuliers laissant à penser qu'il est illégitime. Nous avons des victimes qui n'en sont pas de dépôt de plainte. Nous avons appris que l'identité qui avait été communiquée au service de police judiciaire saisie est une identité, permettez-moi l'expression, bidon. Pas de dépôt de plainte, donc pas d'ITT constaté, donc pas d'infraction matériellement constituée. Les CRS ont fait leur travail. Dans le contexte de l'interpellation, à la base, pourquoi y a-t-il eu cette agitation ? Nous voyons à la caméra, et ça a été du reste une constante dans la journée, les fauteurs de troubles savent que nous avons des caméras dans l'espace parisien et bien évidemment s'emploient à détruire ces caméras pour nous priver des moyens de piloter sur le... Voilà. Nous avions une attaque sur la caméra, la seule caméra du plan de vidéoprotection qui est sur la place de la Contrescarpe. Concrètement, un groupe de casseurs, disons les choses très clairement, a commencé à monter après le mât pour détruire la caméra. On l'a vu tout simplement parce que la caméra bougeait. Ça nous est signalé également par les effectifs sur place. Et donc nous demandons au commissaire Creusa, à l'occurrence, d'intervenir pour aller protéger la caméra et dégager. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que se procède donc l'agression des forces de l'ordre par jet de pierre, de bouteilles, etc. D'où l'interpellation des deux fonctionnaires, des deux mises en cause. Et là, concomitant, c'est des faits que vous avez pu constater. Voilà. Jusque-là, il n'y a pas de problème particulier. J'ajoute que dans les comptes rendus de la CRS 16, qui vous seront très certainement accessibles, qui sont adressés à leur direction d'emploi, il n'y a pas rien ne revient à ma connaissance comme étant autre chose qu'une action normale de police dans laquelle s'inscrit un geste individuel dont la gravité n'est absolument pas avérée au moment où nous la constatons. Donc je réponds à votre question, Madame la députée, et également on parle de dysfonctionnement. Les choses sont claires, pas d'infraction clairement constatée, pas d'ITT, pas de plaignant, voilà, rien qui ne puisse à mon niveau justifier, comme on dit vulgairement, d'aller plus loin. Je vous remercie. Pour le groupe UDI, Monsieur Michel Zumkeller. Merci Madame la Présidente. Ça sera rapide parce que beaucoup d'interrogations qu'on avait ont été évoquées. Monsieur le Directeur, je voudrais déjà vous rappeler au nom de mon groupe le respect que nous avons pour l'institution que vous représentez et le respect pour l'engagement que vous avez eu au fil des années pour défendre la République. Et nous, là-dessus, en tout cas, on n'a pas de doute. Alors ma question sera assez simple puisque c'est toujours sur cette histoire du déjeuner du 25 avril, puisqu'apparemment on a des déclarations contradictoires, même si, je vous le redis, on fera la différence entre votre déclaration sous serment et puis une déclaration dans la presse.
Qui assistait vraiment à ce déjeuner? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait aussi confirmer ou infirmer vos propos? 3 personnes. Alain Gibelin, directeur de l'ordre public et de la circulation, S-qualité. Le général Biofarina, S-qualité. Et Alexandre Benalla, S-qualité. 3 personnes. J'ajoute que ce déjeuner était connu, puisque à l'origine, un membre du cabinet du préfet de police devait y participer. Il n'est pas venu au dernier moment. Donc c'était un déjeuner qui devait être ouvert. Voilà. Monsieur Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, tout d'abord, témoigner à la fin de l'audition, nous avons eu un léger aparté. Vous me parliez de vos origines de Lozère et mon collègue Pierre Morel-Huissier, député de Lozère, avait déjà quitté la salle. Et lorsque je vous ai dit, il y a quand même eu un scoop suite à la question de Mme Le Pen, j'ai bien senti que vous n'aviez pas compris où était le scoop, et donc je tenais à le témoigner, et c'était quelques secondes après l'audition. C'était en préalable. Est-ce que vous avez le portable de M. Benalla? À chaque fois que j'ai eu à appeler M. Benalla, moi, je n'ai pas vocation à l'appeler. Hein. Je l'ai appelé à quelques reprises pour préciser des points sur les services, etc. Donc c'était la première question. Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, lorsque vous avez rencontré M. Benalla, je crois à 4 reprises après les événements, il a évoqué devant vous cette affaire? À aucun moment. À aucun moment. Moi, j'ai pensé tout naturellement que cette affaire était gérée, entre guillemets, hein, puisque bon... ah non, vraiment pas. Du reste, je suis resté Monsieur le député, je suis resté un long moment sans rencontrer M. Benalla, puisque de mémoire, la première fois que je l'ai vu de mémoire, si ma mémoire ne me trahit pas, suite à l'affaire du 1er mai, je ne l'ai revu que le jour du transfert des cendres de Mme Simone Veil au Panthéon, de mémoire. Alors maintenant, je voudrais revenir à ce déjeuner, avec la permission de Mme la Présidente, parce que d'un côté, on parle donc, vous y étiez 3. Et puis d'un autre côté, le général Biofarina parle d'un aparté entre vous et M. Benalla. Et s'il y a un aparté, et il nous dit qu'il a cru comprendre que dans cet aparté, vous parliez de remise d'équipement. C'est ce que globalement, on a compris et que vous avez démenti. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si jamais vous êtes 3, il n'y a pas d'aparté. Donc, s'il y a un aparté entre vous deux, comment le général peut écouter l'aparté? Écoutez, il faut lui poser très clairement la question, parce que ce n'est pas un aparté. C'est des propos que nous avons échangés avec M. Benalla. Bien évidemment. Ah, pas du tout, pas du tout. Et quand il a parlé d'équipement, je confirme les propos du général s'agissant des équipements. Et je lui ai dit qu'il fallait que, dans l'hypothèse où il serait admis, accueilli à la préfecture de police, comme on dit, du bon du cœur, il faudrait qu'il soit doté d'équipements de protection. Voilà, c'est pas du tout contradictoire à ce qu'a dit le général Boufarina, qui dit strictement la vérité de ce point de vue-là. Il n'y a pas de sujet. Je vous remercie. Pour le groupe Nouvelle Gauche, M. Vallot. Caramanli. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, on a vu au fur et à mesure des auditions, et par la presse également, que M. Benalla bénéficiait d'un certain nombre d'autorisations, d'habilitations, de permis. D'ailleurs, à l'occasion du permis et du port d'armes, nous avons constaté qu'il y avait un arrêté ministériel, mais qui ne pouvait pas être pris par la présidence, et qu'il y avait donc un décalage aussi avec l'application de la loi. Donc c'était l'inspection qui nous l'a appris il y a 2 jours. Je voudrais vous poser simplement la question, compte tenu de votre expérience et de votre engagement auprès de la République, auprès de l'État depuis de longues années, qui visait et qui coordonnait finalement les autorisations dont bénéficiait l'intéressé, qui lui donnait aussi autant de pouvoir, et je dirais un tel rôle sans vraiment de limite. C'est la question première qui se pose à nous aujourd'hui. Comme vous que constatez l'existence de ces autorisations, je ne sais pas si c'est le fruit d'une orchestration quelconque ou d'une convergence de voilà. Je ne puis que constater comme vous les autorisations qui ont été données à M. Alexandre Benalla. Je ne peux pas vous dire par quel canal où il les a eues, etc. Bon, ça en expliquera très certainement. Hein. J'ai pas de... si vous voulez, mon expérience, les choses soyons très claires, je suis, peut-être, pour vous dire les choses très simplement, je suis un centurion de l'ordre public. Mon métier depuis 30 ans consiste à faire en sorte que les événements de voie publique se passent bien dans la rue de Paris, et mon engagement est au service de mes concitoyens pour faire en sorte que les libertés d'expression dans la rue puissent se faire dans de bonnes conditions, hein, que le maintien de l'ordre puisse se faire dans de bonnes conditions, et que
tout manifestant ait la possibilité d'exprimer dans la rue ses desiderata, et que la République lui permette d'exprimer ses desiderata, et qu'il n'y ait, comme je dis souvent dans mes briefings, que tout le monde rentre chez soi bien content le soir, le manifestant qui a manifesté, le policier qui a géré la manifestation. Pour le reste, ma connaissance des arcanes du pouvoir se borne à ça. C'est-à-dire que, à titre personnel, je ne suis associé à des réunions auprès de l'Élysée ou autre que sur l'organisation d'événements impliquant la présidence. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc je n'ai pas d'éléments particuliers à vous communiquer de ce point de vue-là, Madame la députée. Monsieur Vallot ou Madame Caramanli pour d'autres questions pour la Nouvelle Gauche? Une deuxième question. Justement, compte tenu de votre expérience, pensez-vous qu'il y ait une insuffisance de coordination entre l'ensemble des autorités administratives pour en arriver à ces faits? Est-ce que vous avez été parallèlement informé des sanctions qui ont été prises par écrit? Est-ce que c'est habituel? Donc, compte tenu de votre expérience, est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est normal? J'ai la faiblesse de penser que si c'était normal, nous ne serions là, ni vous ni moi. Ça paraît évident. Voilà. Voilà. J'ai eu l'occasion de dire à ma dernière audition qu'à aucun moment je n'avais été destinataire de l'information selon laquelle M. Benalla aurait été suspendu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand Mme Le Pen m'a posé la question du 18, je n'avais pas du tout en tête le bornage de la sanction, puisque j'ignorais l'existence de la sanction, moi, à mon niveau. Et c'est la raison pour laquelle je me suis focalisé sur cette date du 18, voilà. Sachant que je crois savoir que la sanction ne finissait pas le 18 mai, comme il m'a été posé comme question, mais le 22. Voilà. Donc non, je n'ai pas eu connaissance de cette sanction, et il eût été possible, je dis bien il eût été possible, que si par hasard j'avais croisé M. Benalla dans ce laps de temps, j'aurais fait opérer de la manière la plus naturelle possible en tenant compte de ces anciennes fonctions. Voilà, moi je n'ai pas été mis formellement au courant de cette sanction-là, Madame la députée. Merci. La troisième question, c'est mon collègue Boris Vallot. Oui, avec votre autorisation, Madame la Présidente. Oui. Je voudrais simplement, monsieur, que vous puissiez nous confirmer que le déjeuner qu'on a évoqué tout à l'heure avec monsieur Benalla et le général Biofarina était un déjeuner à 3, c'est-à-dire sans chef de cabinet, sans chef de cabinet adjoint, qui sont les deux autorités, enfin, les supérieurs hiérarchiques immédiats de monsieur Benalla, et me dire s'il était habituel que des réunions se fassent à ce niveau-là avec un général, un contrôleur général et un chargé de mission. Je vous confirme, monsieur le député, qu'on n'était que 3. Il n'y a rien de surprenant à ça. On est sur la gestion courante du Palais de l'Élysée, les abords du Palais de l'Élysée. Alors, c'est des choses toutes simples, hein, c'est-à-dire les fonctionnaires de police relevant de mon autorité qui doivent orienter des véhicules allant à l'Élysée sur la bonne cour, la bonne porte, etc. Sur la gestion des problèmes liés entre le voisinage, les habitants, les commerçants de la rue du Faubourg Saint-Honoré, voire de la place Beauvau. Voilà, on est sur des problèmes, je dirais, de communication. Voilà. Ça se fait à ce niveau-là parce que c'est une pratique. À chaque fois qu'il y a... Alors, il y a beaucoup évidemment de problèmes qui se règlent à un niveau infra, hein, je dirais d'officier à officier, puisque j'ai un officier qui commande la compagnie de garde de l'Élysée. Bon, cette réunion a été faite à ce niveau-là. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pas surprenant, voilà. Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Coquerel. Bien, merci Monsieur Gibelin de votre présence. Je suppose que vous comprenez l'importance de ce que vous avez dit depuis tout à l'heure sur la question du 1er mai, et ça ne me fait que me renforcer l'utilité de cette commission et le fait que si on l'arrêtait rapidement, vu ce qu'on apprend au fur et à mesure, j'estimerais pour ma part que, au nom de mon groupe, c'est la vérité qu'on veut empêcher. Je voudrais vous demander une chose. Je reprends votre version, il n'y a pas de raison de la contester, sur le fait que vous n'étiez pas au courant de la présence de M. Benalla le 1er mai. Pourtant, il est venu. Vous nous dites, il n'y a que la préfecture de police ou une autorité comme vous qui aurait pu permettre à M. Benalla de venir. Or, on apprend que c'est M. Simonin qui, manifestement, lui permet d'être ici. Est-ce que vous diriez que M. Simonin a une autorité suffisante pour décider de façon autonome de la présence de M. Benalla dans un rôle où on voit bien qu'il a dépassé largement celui d'observateur? Deuxième, enfin c'est la même question. Donc, est-ce qu'il aurait une autorité suffisante? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui aurait pu le conduire à penser qu'il avait cette autorité? Et comment s'est-il fait obéir de plusieurs hommes de votre service si à aucun moment, ni vous, ni la préfecture ne l'avez autorisé? De mon point de vue, je considère que Laurent Simonin, qui au demeurant est un excellent professionnel, je tiens à le dire, parce que l'erreur ne doit pas emporter le passé.
Laurent Simonin et d'ailleurs, du reste, l'autre de mes collaborateurs, qui est un jeune commissaire de police particulièrement brillant, sont d'excellents fonctionnaires et ont fait preuve d'immense mérite. Je reviens très précisément à votre question, monsieur le député. Je considère que monsieur Simonin n'avait pas autorité de décider motu proprio, soit d'inviter, soit de valider, en l'absence de l'information de son directeur, et évidemment du préfet de police, la venue de M. Benalla à la préfecture de police. C'est mon avis. C'est mon avis. Qu'il ait eu la faculté de l'inviter, de lui suggérer, etc. Oui, pourquoi pas. Ils ont des relations fréquentes, hein, mais il n'est pas le seul. Mon collaborateur qui est derrière moi, Alexis Marsan, régulièrement a vu ou a pu voir M. Benalla sur des réunions de travail. Et ils sont dans le même registre, un certain nombre, à avoir ce type de relation de travail avec M. Benalla. Voilà. Donc moi, comment m'expliquer ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours qui déterminera la nature très précise des relations entre M. Alexandre Benalla et M. Laurent Simonin. Je ne puis malheureusement que le constater, monsieur le député. Puisse faire obéir des hommes qui l'ont obéi en dessous. À partir du moment où le contrôleur général Laurent Simonin a organisé les conditions matérielles de la venue de M. Alexandre Benalla, tous les protagonistes, entre guillemets, policiers relevant de mon autorité de cette affaire-là, sont d'un grade nettement supérieur pour certains, voire inférieur pour d'autres, à M. Laurent Simonin. Je vous rappelle que Laurent Simonin est contrôleur général, ce qui est quand même un grade sommital. Confirme que pour nous, il faudrait auditionner M. Simonin et M. Benalla. Deuxième question. Vous avez dit qu'en juillet, vous aviez assisté à plusieurs réunions. Excusez-moi, il y a monsieur le co-rapporteur qui voudrait faire une intervention. Monsieur le député, chers collègues, vous venez de dire que pour le groupe de la France Insoumise, il est nécessaire d'entendre monsieur Simonin. Le co-rapporteur que je suis naturellement totalement favorable à cette demande. Je rappelle d'ailleurs, non mais pardon chers collègues, il n'y a pas de quoi rire, je rappelle d'ailleurs que samedi dernier, lors de la réunion de la commission des lois, je vous cite Madame la Présidente, vous indiquiez « Nous pouvons nous entendre, s'agissant des auditions, sur les noms de M. Alain Gibelin, que vous avez donc souhaité auditionner 2 fois, M. Laurent Simonin, contrôleur général de la police nationale. J'observe qu'après ces 4 jours d'audition, ce rendez-vous qui faisait consensus samedi dernier n'a toujours pas été fixé, je le déplore. Vous évoquiez également les noms de M. Maxence Crezat, commissaire de police, M. Jean-Yves Huneau, commandant de police, Mme Marie-France Monéger, nous l'avons reçue, et vous évoquiez aussi, Madame la Présidente, comme faisant l'objet d'un consensus, disiez-vous, le nom de M. Frédéric Auréal, chef du service de la protection. Je pense que ces auditions étaient nécessaires, elles le sont plus que jamais, puisque ces noms étaient à plusieurs reprises cités par les personnes que nous avons déjà entendues. Merci, monsieur le co-rapporteur. Chacun comprenant que M. Simonin joue un rôle clé dans cette affaire et on aimerait comprendre comment il a pensé qu'il avait la hiérarchie, le pouvoir suffisant pour faire inviter et à qui obéissait-il pour faire inviter M. Benalla. Deuxième question, donc. Vous nous dites, M. Gibelin, qu'en juillet, vous avez assisté à nouveau à des réunions en présence de M. Benalla pour préparer l'avenue des Bleus. Enfin, je ne refais pas la liste. Est-ce que vous estimez que M. Benalla, d'une manière ou d'une autre, avait un rôle différent? Autrement dit, est-ce que vous estimez qu'il a été rétrogradé, il vous est apparu qu'il avait été rétrogradé dans ces réunions par rapport au rôle tenu dans des réunions précédentes, dans son rôle de coordination de la sécurité avec le GSPR et les militaires? Je reprends là le terme de l'arrêté d'autorisation du port d'armes qu'il a reçu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il avait changé de rôle, qu'il avait été rétrogradé? Alors, s'agissant à 3 reprises, je rappellerai les dates très précises, je l'ai rencontré à 3 reprises, 2 fois sur le terrain, la panthéonisation de Mme Simone Veil, le 14 juillet. Pour autant que j'ai pu en observer, il était dans un rôle d'accueil, d'orientation des divers invités. S'agissant de la réunion de travail qui a eu lieu à l'Élysée, je dirais très clairement et très directement, M. Benalla n'a pas pris la parole, quasiment pas de cette réunion, puisque la réunion était animée par le directeur de cabinet du président de la République, et la conversion a beaucoup porté entre l'Élysée et la Fédération française de football sur le déroulement global de l'événement. L'équipe de France devait-elle passer à l'Élysée avant de descendre sur les champs, après, pendant, devait-elle aller au crayon, pas au crayon, voilà, c'était ça portait ça. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas constaté que il n'y a pas eu de... M. Benalla n'était pas dans des fonctions d'autorité qu'on avait peut-être pu le voir avant, très clairement là-dessus aussi. La troisième question sera posée par Adrien Cotenas. J'avais cru comprendre que vous en aviez d'ores et déjà posé 3. Mais... Alors... Oui, monsieur le directeur, merci. Ma question sera très courte. Est-ce que,
depuis votre première audition datée du lundi 23 juillet, vous avez eu un contact, que vous ayez été contacté ou que le contact vienne de vous, avec quelqu'un de l'Élysée, quel que soit l'échelon hiérarchique, ou quelqu'un de votre hiérarchie personnelle à propos de cette première audition? Alors très concrètement, la seule autorité avec laquelle j'ai eu des contacts, pas relative à l'audition, mais par rapport au fonctionnement normal, c'est mon supérieur hiérarchique normal, c'est le préfet de police. J'avoue de manière très claire, pour répondre très précisément à votre question, à aucun moment je n'ai reçu d'appel téléphonique de quelque nature que ce soit, émanant de quelque autorité que ce soit, faisant sur ma personne des pressions pour retirer tout ou partie de mes déclarations. Je suis très clair. J'ajoute, c'est pas dans ma nature quand on me connaît un petit peu. Ça fait 30 et quelques années que je suis au service de l'État. Je me suis fait parfois remarquer pour un esprit un petit peu rebelle et voilà. Je n'aurais pas accepté ou toléré qu'on me dicte quoi que ce soit. J'ajoute, et je me permets de le rappeler, j'accorde beaucoup d'importance à ma déposition sous serment. Ça a une valeur pour moi, monsieur. Ça a une valeur très forte, très forte. Encore une fois, je me répète, je suis issu d'un milieu pour lequel ça a du sens. La vérité, la justice, l'équité, le droit, ça a du sens. Voilà. Et si c'était le cas, je vous le dirais. Je vous remercie. Pour le groupe GDR, monsieur Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, moi, au vu de toutes les questions qui ont été posées, j'en aurais qu'une très factuelle et très en lien d'ailleurs avec l'intitulé de notre commission d'enquête. Mais préalablement, en n'ayant qu'une question, je voudrais faire une remarque. D'abord vous dire, Monsieur le Directeur, qu'avant d'être député, j'ai été pendant 20 ans un élu municipal dans la ville de Saint-Denis, qui est dans le périmètre de la préfecture de police, et vous dire que l'un de nos engagements, et c'est souvent le cas, enfin c'est tout le temps le cas pour les membres de ma formation politique, a toujours été de faire respecter l'institution policière. Même dans les situations, dans nos secteurs, ça arrive parfois, même dans les situations difficiles. Vous dire également que j'ai beaucoup d'amis, moi-même ça m'est arrivé également, notamment d'amis dans les organisations syndicales qui sont amenés à travailler avec votre direction pour l'organisation de manifestations et que tous me confirment, moi et eux, confirment le grand professionnalisme de la DOPC et le grand sérieux de la préparation des manifestations qui doivent être organisées, notamment celle du 1er mai d'ailleurs, entre nous soit dit. Et pour toutes ces raisons, vous dire le sentiment de malaise et un peu de colère qui est le mien, de voir, depuis hier notamment, à travers une conférence de presse de la majorité parlementaire, qui a qualifié cette affaire, avant même que les enquêtes soient allées au bout, d'une affaire strictement policière, l'interview d'Alexandre Benalla aujourd'hui dans Le Monde, qui remet en cause l'institution policière, soit à travers des personnes, soit l'institution elle-même à plusieurs reprises de cette interview, et encore cet après-midi par des questions extrêmement agressives, agressives et orientées des députés de la majorité. Je suis choqué et je suis en colère de voir à quel point il y a des éléments de langage qui se convergent entre l'auteur Benalla, la majorité En Marche, les propos qui ont été tenus, qui visent à faire porter sur la seule institution policière l'entière responsabilité de cette affaire, dont on voit bien que c'est une affaire, en attendant que la commission, que les enquêtes évoluent, qu'il est trop tôt d'en tirer des conclusions. J'ai redit moi-même hier que pour ce qui me concerne, j'ai jamais... Je vais poser ma question. Alors, merci. Je vais poser ma question. Mais j'ai tellement entendu de choses qui me mettent en colère. Je voulais le dire devant Monsieur Gibelin. Je le redirai peut-être tout à l'heure devant le préfet de police, parce que je trouve que ce n'est pas digne et ce n'est pas responsable de mettre en cause. Vous conviendrez néanmoins que nous avions beaucoup de questions à poser à Monsieur Gibelin. En témoigne la longueur de cette audition. Ma question, Madame la Présidente, elle est très factuelle. Écoutez, c'est insupportable. Jamais vous m'entendrez, dans une réunion de la commission des lois, faire un commentaire, même à voix basse, sur l'intervention, les interventions qui peuvent parfois m'être insupportables. Alors je vous demande le même respect. Voilà. Le même respect. Le même respect. La politique et poser des questions. Non, ce n'est pas la politique. Non. Et donc... Bon, j'en viens à ma question. Je vous demande de vous taire. D'accord ? Vous pouvez l'écraser ?
D'accord. Monsieur Peu. Donc, ma question est la suivante. Après avoir pris connaissance des faits commis par M. Benalla lors de la manifestation du 1er mai, à la fin de celle-ci, place de la Contrescarpe, de ce fait, et a posteriori, avez-vous remonté dans le temps de cette journée du 1er mai la présence de M. Benalla, le rôle de M. Benalla et éventuellement d'autres fautes de M. Benalla plus amont de la manifestation avant les événements de la Contrescarpe? Monsieur le député, pour être très précis, donc le soir même de la manifestation, donc je constate la présence de M. Benalla dans la salle. Je vous rappelle ce que j'ai déclaré, j'étais en train de gérer la manifestation, donc concrètement, pour que vous visualisiez la chose, j'ai un casque sur la tête, j'ai 2 fréquences à gérer, des ordres à donner, ça se passe très mal sur la Contrescarpe, puisque c'est pas fini. On a également un deuxième théâtre d'opération qui est la rive droite, où on a encore des petits problèmes, voire même des gros, à gérer. Donc voilà, je suis pris dans cette gestion-là. Le soir même, juste avant de partir me coucher, bon, j'échange avec mon adjoint qui lui-même s'étonne d'avoir croisé M. Benalla dans le courant de l'après-midi, dans les mêmes conditions à la salle de commandement. Voilà, nous allons nous coucher. Le lendemain, ces faits sont portés à notre connaissance. Évidemment, monsieur le député, ça me paraît légitime et j'ai failli, si je ne l'avais pas fait, j'essaie de comprendre. Et en posant la question à mon adjoint, j'ai dit, mais attends, dans quelles conditions il était là, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi, comment? Je constate que mon adjoint, il est comme moi, il ne sait pas trop, il s'interroge, voilà, pour l'avoir vu lui aussi dans l'après-midi, il est comme moi. Et nous posons directement la question à M. Simonin qui dit, oui, mais si, voilà, dans quel contexte il est intervenu, il était accompagné par le major Mizerski, etc. Bon, j'essaie de reconstituer le fil. On me dit qu'il est parti en début d'après-midi, après être passé à la salle de commandement, il est parti sur le terrain et qu'il a pas déambulé, appelons ça comment, qu'il est passé d'un point à un autre. Sa présence est signalée place à l'endroit où on a eu le McDo qui a brûlé, puis après qu'il est passé sur la place de la Contrescarpe dans la deuxième phase, puisque le gros problème du Black Bloc, c'était scindé en deux, une partie rive droite, une partie rive gauche, singulièrement pour la rive gauche sur la place de la Contrescarpe. Voilà. À aucun moment, les fonctionnaires que j'ai interrogés, bon, en l'occurrence le major Mizerski, qui était le poisson pilote désigné, et voilà, ne m'a fait part d'un incident quelconque autre que celui-là, et du reste, je dirais, le malheureux major Mizerski, qui est un fonctionnaire, voilà, qui a été mis dans la mauvaise position, au mauvais endroit, et avec un mauvais positionnement. Je pense qu'il n'a même pas pris conscience de ce qui se passait vraiment sur l'instant. Voilà. On était dans le feu d'une interpellation, en tout cas c'est ce qu'il dit du bon du cœur, comme on dit, voilà. Mais à ma connaissance, de manière très claire, après m'être enquis d'éventuels problèmes rencontrés lors du pilotage de M. Benalla, il m'a été remonté strictement aucun autre problème, monsieur le député. Je vous remercie. Je vais prendre un député non inscrit. Et ensuite, M. Ribrotte voudra répondre à quelques interpellations qui ont eu lieu. Madame Le Pen. Merci. Monsieur le directeur, vous avez bien compris que l'objectif, lorsque j'ai posé la question, n'était pas de piéger quiconque, mais de vérifier l'effectivité de la sanction de suspension dont vous nous aviez déclaré quelques minutes plus tôt que vous n'en aviez pas été informé. Bon. Cet oubli apparaissant évidemment étonnant compte tenu des relations professionnelles régulières que vous aviez avec M. Benalla en raison de vos fonctions et en raison des siennes. Nous entendons aujourd'hui vos explications, dont acte. Elles ont par ailleurs moins d'importance, il faut bien le dire, aujourd'hui, où d'autres éléments sont intervenus. Nous aurions presque, permettez-moi, fini par préférer qu'il travaille durant ces 15 jours, puisque depuis, le directeur de cabinet du président de la République a indiqué au Sénat qu'il avait reçu l'intégralité de sa rémunération durant cette suspension, ce qui pourrait accréditer la fictivité de cette première sanction. Mais il y aurait eu une seconde sanction consistant en une rétrogradation. M. Benalla se serait vu retirer, le 2 mai, ses responsabilités d'organisation des déplacements du président de la République. Pourtant, vous avez donné tout à l'heure 5 dates où M. Benalla a participé à des réunions d'organisation de ces déplacements postérieurement au 2 mai.
que par ailleurs, il existe des photos de M. Benalla présent aux côtés du président de la République au cours d'un certain nombre de ces manifestations. Pouvez-vous nous indiquer qu'en est-il d'éventuelles réunions d'organisation de la journée de commémoration du 8 mai, car le président de la République avait là un déplacement le 8 mai. Il avait également un déplacement le 18 juin, qui a beaucoup fait parler de lui. Souvenez-vous, puisque c'est le jour où il a eu l'altercation avec le jeune garçon de 13 ans. Bon. Ce sont donc 2 déplacements du président de la République qui, je le suppose, ont été précédés de réunions d'organisation, comme tous les déplacements. Avez-vous souvenir de cela? Si vous n'en avez pas souvenir, je le comprendrai, et je pense qu'il serait effectivement utile que la Commission puisse obtenir l'ensemble des procès-verbaux de ces réunions qui, je le pense, ne manquent pas d'être rédigés avec la liste des personnes présentes à ces réunions préparatoires. Oui, Madame la députée, je vais vraiment avoir, par rapport à l'embarras dans lequel je me suis mis, par rapport à votre question que je n'ai pas compris, je vais avoir vraiment à cœur de répondre de la manière la plus précise et la plus circonspecte possible. S'agissant du 8 mai, je n'étais pas présent aux réunions d'organisation et je ne peux pas vous dire en conscience, puisque n'étant pas présent, quel était le rôle de M. Benalla. D'une part, s'il y était, je ne sais pas. Mes équipes, je ne sais plus si... probablement, oui, il faut que je vérifie. Non, mais probablement, oui, probablement y était. Donc ça doit se retrouver relativement facilement, ça n'est pas un problème. S'agissant du Mont Valérien, la réunion de préparation, je vous dirai ça très précisément. Je vous le communiquerai. Voilà. S'agissant de la réunion, des réunions préparatoires au 14 juillet, auquel je n'assistais pas, puis c'était le contrôleur général Dominique Giuseppi qui les ont animés, qui a participé. On n'est pas sur un déplacement du président de la République, on est bien d'accord. On est sur la gestion globale d'un événement. Et pour moi l'essentiel de mon travail dans cet événement, c'est d'orchestrer le défilé du 14 juillet et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les problèmes de circulation qui sont énormes. Voilà. Donc, et à ma connaissance, le contrôleur général Dominique Giuseppi ne m'a pas fait remonter le fait que M. Benalla était amené à intervenir dans un domaine relevant du déplacement présidentiel lui-même. Voilà. J'ai eu l'occasion de préciser, je le redis, que lorsque je l'ai vu sur la place de la Concorde, il était dans un positionnement qui m'a semblé très anecdotique, quoi. Voilà. À regarder si les personnes étaient bien arrivées sur leur place, leur veiller. Voilà. Ça, c'est la première des réponses à votre question. S'agissant quelle était votre deuxième... Précisez-moi, vraiment j'ai à cœur de vous répondre de la manière la plus juste possible. Mais pardon. Je n'ai dit tout à l'heure que vous aviez rencontré M. Benalla, en tout cas qu'il était présent à des réunions le 4 et 10 juillet, le 1er juillet, le 14 juillet et 2 jours ou 3 jours avant le retour des Bleus à Paris. Précisément, je vous confirme ces dates. Donc le 4 et le 10 juillet, des réunions ont eu lieu au Palais de l'Élysée pour la préparation de l'événement global 14 juillet, auquel a participé un de mes collaborateurs. Le 1er juillet, j'ai moi-même croisé M. Benalla au Panthéon, comme je vous l'ai dit, puisque j'accompagnais le préfet de police sur cet événement. Le 14 juillet, sur le terrain également, j'ai vu M. Benalla dans les conditions que je vous ai précisées. Et la préparation de la réunion à l'Élysée, mais dont je trouverai très facilement la date si vous la souhaitez, précédant donc l'arrivée de l'équipe de France, c'était une réunion qui visait à envisager l'accueil, les conditions d'accueil de l'équipe de France. Elle était présidée par le directeur de cabinet du président de la République. À aucun moment, M. Benalla, qui était présent, n'a pris la parole aussi de M. Moribonne. Je vous remercie. Monsieur Ribrot voudrait... Non, c'était une question pour les non-inscrits. Madame la Présidente, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que M. Gibelin puisse transmettre à la Commission l'ensemble des réunions de préparation entre le 2 mai et le 18 et aujourd'hui, et il y a quelques jours d'ailleurs, auxquels M. Benalla a pu participer. Alors, Monsieur Ribrot, et nous clôturerons cette audition. Oui, je voudrais d'abord rappeler ici notre attachement commun aux forces de l'ordre, à la gendarmerie, à la police nationale, bien sûr, ce qui ne nous empêche pas, dans le cadre de cette commission, de poser des questions précises, sur des faits précis, à la hiérarchie policière, ce qui est normal, puisque ça fait partie, j'allais dire,
du travail que nous avons à mener. Vous nous avez d'ailleurs éclairé, Monsieur Gibelin, sur des dysfonctionnements au sein de vos services, notamment puisque M. Simonin ne vous a pas prévenu, vous n'étiez prévenu de rien, visiblement, dans le cadre de ce qui s'est passé. Une question que je voulais vous poser. Donc le 25 avril, vous avez ce déjeuner, ce repas. Nous sommes à quelques jours du 1er mai. Vous parlez accueil des observateurs et vous parlez des équipements nécessaires pour ce type d'accueil et vous ne parlez pas du 1er mai. C'est ça, si vous voulez, qui aujourd'hui fait notre étonnement. Vous voyez ? Donc, qui est quand même une manifestation particulièrement connue, importante et qui est à quelques jours, si vous voulez, de ce repas, de cette réunion de travail. Donc c'est pour ça que nous souhaiterions vraiment être éclairés sur cet aspect des choses. Une cinquième fois, évidemment, nous avons évoqué la manifestation du 1er mai. Évidemment, nous avons évoqué les manifestations à venir, parmi lesquelles, je rappelle, il y avait également un événement qui était particulièrement sensible, c'était la possibilité pour les Black Blocs de s'incruster sur une manifestation organisée par la France Insoumise, ainsi qu'un certain nombre de manifestations. Évidemment, c'était un paysage immédiat. Évidemment, on a parlé du 1er mai très clairement. La question est très précise, elle amène une réponse très précise de ma part. M. Benalla a-t-il demandé, fléché la manifestation du 1er mai spécifiquement pour y être présent? La réponse est non. Très clairement non. Ça fait 4 fois que je le dis. Je peux vous l'écrire, je peux... Voilà, bon... Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je pense que nous avons été extrêmement éclairés. En tout cas, je pense que la Commission des lois dans son ensemble vous remercie pour la précision, la longueur, votre disponibilité pour répondre à la représentation nationale et que, effectivement, nous avons à cœur de rendre hommage au travail que vous effectuez. J'ai été assez touchée par le fait que vous souhaitiez, que vous mettiez en avant le fait de protéger la liberté de manifester des uns et des autres et au-delà de notre sécurité, mais aussi le fait que chacun puisse s'exprimer aux besoins dans la rue. En tout cas, voilà, nous tenions à vous le dire et merci infiniment de votre présence ce jour. Je suspends 5 minutes pour reprendre ensuite pour l'audition de Monsieur le Préfet de police de Paris.
Place, nous allons recommencer notre audition. Collègues, donc nous allons reprendre